Bonjour, dans cet épisode, Nobel et la mécanique. Qu'est-ce que la mécanique et quand est-ce que ça a commencé? Les Noirs ont-ils toujours été des esclaves? Qu'en est-il de leur civilisation? Est-ce que tout ce qui est inscrit historiquement est vrai? Et d'autres sujets passionnants dans cet épisode sur Mechabyte. Au début, c'était la mécanique. Cette citation profonde et vraie du physicien allemand Max von Laue, prix Nobel 1914, exprime l'ancienneté de la science de la mécanique, étant la première science appliquée pratiquée par l'homme. Il a d'abord inventé la roue et les vis, et il a utilisé le plan incliné et les poulies. Mais la mécanique, c'est quoi au juste? L'image stéréotypique de la mécanique est bien sûr les mains sales. Cependant, la science est plus vaste que ça. Dans l'Encyclopédie Britannica, elle est définie comme la branche de la physique qui traite le mouvement des corps sous l'effet des forces. Donc, la mécanique traite les moyens de transport terrestre, aérien et spatial, les appareils de levage, la robotique et les mouvements des fluides, gazeux, liquides ou mixtes. Donc, tout ce qui est matériel et en mouvement. Waouh! En plus du mouvement des corps, cette science traite aussi le déplacement de l'énergie. Ce qui fait qu'on trouve parmi ces branches la thermodynamique, les pompes à chaleur et les moteurs. Aussi la métallurgie et les énergies renouvelables. Après cette définition, j'espère que l'image du mécanicien a changé pour inclure, en plus de ça, ça aussi. Imaginaire, mais mécanicien. And you're... The mechanic. Tony. Une seconde. Pourquoi l'exemple imaginaire alors qu'il y a du réel est plus spectaculaire? Je vous présente Richard Browning, le fondateur de Gravity et son chef pilote d'essai. Richard ou Richard est l'inventeur de la combinaison à 1000 chevaux, ce qui est plus puissant que beaucoup de véhicules sport ou super voitures. Cette combinaison sert à voler à la Iron Man. Deuxième exemple réel est beaucoup plus spectaculaire, qu'il est impossible de couvrir tous ces aspects, au point qu'il est derrière l'inspiration du caractère Tony Stark ou Iron Man. Elon Musk ou Musk est le fondateur, directeur et inspirateur des compagnies les plus révolutionnaires du monde, Tesla, SpaceX et SolarCity, et d'autres, pas moins importants, comme Boring Company, OpenAI, Neuralink, et d'autres projets d'un niveau de folie encore plus élevé, comme Hyperloop et son projet de colonialiser la planète Mars. L'histoire de la mécanique, comme toute branche de l'histoire, ne peut échapper à l'erreur et à la controverse, et parfois le mensonge. It's said that Galileo dropped two steel balls of different masses but the same material from the Leaning Tower of Pisa, and they landed at the same time. Qui est un grand pipeau historique. The story that Newton was inspired by an apple hitting his head is almost certainly apocryphal. From the book, A Brief History of Time, by me, Stephen Hawking. Les historiens marquent le début de la civilisation par le début de l'installation humaine dans les villes, parce que l'homme a abandonné la chasse et a commencé à évoluer dans des groupes. Alors il commence à cultiver la terre et élever les animaux au lieu de les chasser. Cette première révolution civique a eu lieu entre l'Irak et la Syrie, ou ce qu'on appelle la Mésopotamie. Cette civilisation a marqué l'histoire par 3 révolutions intellectuelles. L'invention de l'agriculture, la législation et l'invention de l'écriture. Technologiquement, on lui attribue l'invention de la roue
est la première utilisation du plan incliné. D'autre part, l'agriculture nécessite ses propres outils, qui étaient relativement rudimentaires, mais révolutionnaires à l'époque, et à base de bois. L'image répandue sur l'Afrique est généralement la pauvreté, l'ignorance et la prédisposition à l'esclavage. Cependant, une étude très controversée a été publiée et présentée dans un film documentaire appelé La Grande Pyramide K 2019. L'étude présente une nouvelle théorie sur la manière avec laquelle les pyramides ont été construites. Elle présente aussi une nouvelle vision sur les origines des Égyptiens et aussi la connexion entre la civilisation égyptienne et celle de l'Amérique latine. Le documentaire se résume sur les points essentiels suivants. Le premier point refute les mythes historiques derrière les grandes pyramides. Elles n'ont pas été construites par des extraterrestres et leurs roches n'ont pas été ramenées de loin. L'étude suppose que les grandes roches des pyramides ont été coulées et moulées sur place, à la manière du béton moderne. Et pour expliquer la possibilité de traiter des roches très dures comme la granite, et en plus d'une finition spectaculaire, contrairement aux roches calcaireuses synthétisées sur place, la granite et les matières très dures ont été fondues en utilisant de grandes lentilles. Et une simple recherche sur YouTube révèle que cette théorie, bien qu'étonnante, elle est possible. Le point suivant dans le documentaire traite les origines des Égyptiens, argumenté par une analyse linguistique, des témoignages historiques et des comparaisons physiques et ethniques. L'étude suppose que les Égyptiens sont d'origine noire ou nègre. Vers la fin du documentaire, le réalisateur Krasniqi, par de multiples comparaisons, conclut que les Égyptiens sont eux-mêmes les constructeurs des pyramides de l'Amérique latine, ce qui les rend les premiers à conquérir le Nouveau Monde avant Christophe Colomb ou même les Vikings. Loin de la controverse, il est incontestable que les Égyptiens, peu importe leurs origines, ont prouvé leur supériorité technologique qui défie le temps. Loin vers l'Est, les civilisations de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, sont les auteurs de la révolution mathématique et mécanique appliquée. Les Chinois ont inventé les engrenages et le papier, le compas, des capteurs d'activité sismique, des armes technologiquement astucieuses et des systèmes de navigation très ingénieux. Les Chinois avaient une volonté phénoménale et un goût artistique très fin. Et ils ont laissé un grand héritage qui leur témoigne les deux qualités. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut qu'admirer leurs grandes murailles et leurs parapluies fines et ingénieuses. La civilisation suivante est celle des Grecs. Cette énorme civilisation a participé à la science généreusement, que ce soit dans son aspect théorique ou pratique. Parmi les grands noms de cette époque, on trouve les trois, Pythagore, Platon et Aristote, qui avaient des visions philosophiques différentes sur la relation des mathématiques avec la réalité physique. On ne doit pas oublier Archimède, à qui on doit plusieurs inventions ingénieuses et qui est considéré le père fondateur de la mécanique statique. En arrivant à la civilisation des musulmans, on trouve étrangement que les historiens sont divisés en trois courants. Les historiens du premier courant n'en font aucune mention, alors que ceux du deuxième considèrent les musulmans comme des simples conservateurs du savoir grec. Par conséquent, on trouve dans la version répandue un gap des millénaires, appelé par Dr Al-Hassani l'amnésie millénaire. You see what I see? And this 1,000 years amnesia, which troubles me, and you find this in maths, in school books, mainly in school books. Les historiens reconnaissants The Islamic Golden Age, massive strides were made in mathematics. sont ou bien très peu nombreux ou douteux. Stars that have names, 2/3 of them have Arabic names. And around that period, that 300-year period, the intellectual center of the world was Baghdad. And it was that period where you had the advances in, like,
engineering and biology and medicine and mathematics. All this is going on, and it's all traceable not to some long 1,000-year tradition in Islam. It's traceable to this 300-year period. Est quasiment absent dans les médias. People like Jazari, like Abdul Latif al-Baghdadi, like Ibn al-Baytar, like Urdi, Tusi, Ibn al-Nafishi, Khafri, and so on. This is only to list a few. All of them lived and worked and died after Ghazali. Baghdad was destroyed 1258. The Maragha Observatory was set up between 1259 and 1260. Comme exemple du premier courant, on peut citer le célèbre Stephen Hawking d'après son livre Une brève histoire du temps. Nos idées modernes sur le mouvement des corps sont celles de Galilée et Newton. Avant eux, tout le monde croyait les dires d'Aristote, que l'état naturel des corps est le repos, et qu'ils ne bougent qu'après l'application d'une force externe. Par conséquent, il conclut qu'un corps plus lourd tombe plus vite qu'un corps plus léger, car il est attiré vers la Terre avec une force plus importante. Puis il ajoute, je veux dire Stephen Hawking, que personne avant Galilée ne s'est embêté de vérifier la véracité de ça, ce qui est faux. Examinons cette citation d'Avicenne. Oui, Avicenne, le docteur. Dans son livre Al-Isharat wa Tanbihat. Vous savez qu'un corps, s'il est isolé, sans être soumis à une influence externe, il ne peut que préserver son état et sa configuration corporelle. Et il n'a pas dit repos, comme énoncé par Aristote. Puis il ajoute, et c'est une propriété intrinsèque au corps qui le pousse à résister et à vouloir garder sa situation actuelle, ce qui est la définition newtonienne de l'inertie. Plus étonnant que ça, la citation par Ibn Malk al-Baghdadi, vécu entre 1087 et 1164, ce qui est très proche d'Avicenne. Toutes les citations suivantes sont du livre Al-Mu'tabar fi al-Hikma. Première citation. Plus on augmente la force appliquée, plus la vitesse augmente et le temps raccourci. Ce qui peut être traduit en langue moderne. La vitesse est directement proportionnelle à la force appliquée. Plus on augmente la force, plus augmente la vitesse. Ce qui est connu par la deuxième loi de Newton ou le deuxième principe de la dynamique. La deuxième citation. Si un anneau est tiré par deux lutteurs, chaque lutteur va exercer la même force que son adversaire. En introduisant ce concept dans la mécanique, il est clair qu'il parle de la première loi de Newton. La troisième citation est spectaculaire et beaucoup plus claire. Si un groupe de corps est en chute libre, dans le vide, leurs vitesses seront les mêmes, le plus grand comme le plus petit, le plus lourd comme le plus léger. Même un cône avec sa tête en avant aura la même vitesse qu'un cône sur sa large base. Ces propriétés n'ont d'influence que si le mouvement a lieu dans un milieu résistant, comme l'eau, l'air ou autre, ce qui est exactement opposé à la théorie d'Aristote et exactement identique à celle de Galilée. L'apport des musulmans à la mécanique théorique ne peut être recensé dans une seule vidéo. Quant à la mécanique appliquée, je vous laisse contempler ces conceptions qui datent de plusieurs siècles. On finit cette tournée historique avec l'ère moderne, marquée principalement par les travaux de Galilée et Newton. Il est largement accepté que Galilée est le premier à utiliser les mathématiques pour traduire les concepts physiques en une langue humaine plus simple. Ses caractères sont les nombres et les géométries primitives. Il avait aussi une vision universelle différente de celle d'Aristote. Pour plus d'informations sur la révolution galiléenne, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers la conférence donnée par Étienne Klein. Soit
Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si elle est conforme à l'observation. Il est à noter qu'Étienne Klein partage la même idée que tout le monde croyait Aristote avant Galilée, et que personne ne se doutait de la théorie d'Aristote concernant la chute libre des corps. Et d'ailleurs, entre Aristote et Galilée, elle n'a pas cessé d'être enseignée, sans que quiconque trouve à y redire, puisqu'elle était conforme à l'observation. Isaac Newton est sans contestation considéré comme le père fondateur de la mécanique moderne. Publié en son intégralité dans son ouvrage monumental Principia ou Principia. Sa théorie inertielle était universellement acceptée et presque considérée sacrée. Et même après sa remise en question par la théorie de relativité au début du XXe siècle, puis par les principes de physique quantique, elle est toujours valable dans ce qu'on appelle la mécanique classique. Dans le prochain épisode, on va discuter la relation entre les mathématiques et la mécanique avec un exemple pratique passionnant sur Megabyte.